Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc nous continuons sur le corps noir, la catastrophe ultraviolette, et nous allons voir maintenant la solution à ce problème. Alors dans ses recherches pour résoudre le problème, Planck eut une idée saugrenue. Alors, comment a-t-il eu cette idée? Ça reste un mystère. Peut-être a-t-il simplement essayé plein de trucs avant de tomber sur la bonne manière. Peut-être a-t-il eu de l'intuition ou du génie. Souvent, avoir des idées en physique, c'est le plus facile. C'est facile d'imaginer plein de trucs. Ça, c'est très simple. On peut avoir des idées tous les jours. La partie difficile, c'est la partie de calcul pour mettre en œuvre cette idée. C'est ça le vrai travail d'un physicien. Et bien entendu, il y a aussi le côté expérimental. Mais parfois, il faut tomber sur la bonne idée. C'est pas toujours évident. Son idée, c'était, et si l'énergie qui est émise par les petits oscillateurs, les oscillateurs atomiques, n'était pas quelconque, mais quantifiée. C'est-à-dire qu'il posa la relation suivante. E égale H fois nu. Où E, c'est l'énergie que peut émettre ou absorber l'atome, ou tout multiple entier de cette quantité, des multiples entiers, donc cette quantité-là, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Nu, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique qu'il émet, et H est une constante, une simple constante universelle, qui est maintenant appelée constante de Planck, et qui vaut 6,68 fois 10 moins 34 joules fois seconde. C'est une quantité très petite, à cause du moins 34, c'est vraiment une quantité minuscule, mais sa valeur est importante. Étant donné qu'on ne connaissait rien des atomes, Planck et ses compatriotes avaient découvert l'électron, savaient donc qu'il y avait des atomes constitués d'une masse importante chargée positivement et de particules très légères chargées les électrons, chargées d'électricité négative. Mais c'était tout. Donc ils pouvaient imaginer qu'il y avait n'importe quelle structure, et pourquoi pas quelque chose qui force ce genre d'émission. Une émission qui peut se faire que par quantité entière, par paquet d'énergie lié à la fréquence. Pourquoi pas? L'idée est de quantifier des grandeurs, c'est-à-dire de découper une grandeur en multiples entiers d'une quantité arbitrairement petite, avec une petite échelle. Elle n'est pas nouvelle, déjà même à l'époque, et elle peut parfois faciliter les calculs. Bon, souvent c'est même plutôt l'inverse, mais parfois ça peut faciliter les calculs. Ça permet de remplacer les intégrales par des sommes et les équations différentielles par des équations aux différences finies, et parfois c'est beaucoup plus simple à résoudre. Et elle est maintenant, à notre époque moderne, abondamment utilisée par le calcul numérique, parce que les ordinateurs, ceux-ci, ne peuvent manipuler que des quantités, que des nombres finis. Par exemple, un nombre fini de valeurs possibles de l'énergie dans un intervalle donné, à cause de la représentation en nombre binaire. D'où l'idée de découper en intervalles plus petits. On retrouve ensuite les lois qui sont rattachées à des grandeurs continues, en faisant tendre les petites quantités arbitraires, en les prenant de plus en plus petites, en les faisant tendre vers 0. Mais ici, c'est différent. Tout d'abord, les petites quantités d'énergie ne sont pas arbitraires. Elles sont liées à la fréquence. Et pour des fréquences extrêmement grandes, même si la constante ici est petite, l'énergie correspondante peut devenir non négligeable. Elle peut devenir notable. On parle alors plus vraiment de toute petite quantité. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas question ici de faire tendre l'énergie ou la constante H vers 0. Sa valeur est imposée par une constante
Et on suppose que l'atome est comme ça. Il n'émet que par paquet. Alors pourquoi cette idée peut fonctionner? Qu'est-ce qu'elle apporte? La raison en est qu'il devient difficile d'émettre des énergies arbitrairement grandes aux petites longueurs d'onde, c'est-à-dire aux grandes fréquences. En effet, on ne peut plus émettre de très nombreux trains d'onde d'énergie faible. Il faut émettre d'un seul coup un paquet d'énergie h nu. C'est le minimum. Et pour cela, il faut avoir des oscillateurs atomiques qui vibrent suffisamment fort. Les lois statistiques impliquent qu'il y a très peu d'oscillateurs qui vibrent suffisamment fort. Il y en a beaucoup qui vibrent faiblement, mais ils ne peuvent pas émettre de paquets de faible énergie pour des très grandes fréquences à cause de cette relation. Et donc, il n'y a que peu d'oscillateurs qui vont pouvoir émettre un paquet entier, E égale H nu. En fait, à cause de la contrainte de quantification, dans les calculs que nous avons vus où on dénombre les états, comme il y a des contraintes sur les énergies et les vibrations, ça veut dire que la quantité W, la probabilité thermodynamique, diminue. Et par conséquent, il y a peu de rayonnement qui est émis pour des fréquences très grandes et la divergence ultraviolette disparaît. Et de fait, en effectuant le calcul, Planck a obtenu une formule de rayonnement du corps noir, appelée formule de Planck, qui collait parfaitement aux données expérimentales. Sa formule redonne exactement, vraiment exactement, les courbes qu'on a vues. Pour différentes températures, la formule redonne exactement la courbe expérimentale. Donc il avait trouvé, même si on ne comprenait pas pourquoi les atomes étaient comme ça. Par la suite, donc la catastrophe ultraviolette était enfin vaincue. Par la suite, Einstein, avec l'effet photoélectrique, a montré que ce résultat n'était pas en réalité une question d'oscillateur atomique. Ce n'était pas une propriété des atomes. Il a montré que ce sont les ondes électromagnétiques elles-mêmes qui sont réellement quantifiées avec cette relation. Une onde électromagnétique de fréquence nue ne peut avoir qu'énergie que H nu ou un multiple entier. Cette découverte, qui est révolutionnaire, puisqu'on considérait les ondes électromagnétiques comme des ondes, des pures ondes, qui peuvent avoir n'importe quelle amplitude. Et Einstein a dit non, elles n'ont pas n'importe quelle amplitude, ce sont des ondes, ça c'est indéniable. Mais leur intensité, leur énergie est quantifiée. Et cela lui a valu le prix Nobel. La mécanique quantique, qui est apparue peu après, a permis d'expliquer ensuite ces phénomènes de quantification, tant des atomes d'ailleurs que des ondes électromagnétiques. Alors, le traitement moderne, donc plus comme à l'époque de Planck, mais maintenant, consiste à considérer une cavité fermée, c'est plus facile, parfaitement absorbante. Donc elle absorbe tous les rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire les photons, avec une température uniforme, T, bien déterminée. La cavité est alors remplie d'un rayonnement thermique qu'on peut voir comme un gaz de photons. Alors, prenons garde de ne pas imaginer les photons comme des petites billes, comme des petits corpuscules. Ce sont des trains d'ondes. Mais on peut voir tous ces petits trains d'ondes qui sont quantifiés, un peu comme un gaz. Les photons étant des bosons, nous en avions parlé, on applique alors la statistique de Bose-Einstein. La seule complication technique par rapport à ce que nous avions vu, c'est que le nombre de photons n'est pas constant, car il est facile de créer des ondes électromagnétiques ou des absorbées. Et donc les photons, les parois de la cavité sont parfaitement absorbantes, donc ils vont absorber les photons, ils vont en émettre par rayonnement de corps noir, et donc le nombre de photons va quelque peu fluctuer. Ça complique les calculs. Mais on utilise les mêmes techniques que celles que nous avions vues pour la
physique statistique, des calculs W, etc., avec la méthode avec la statistique de Bose-Einstein. Et on calcule les caractéristiques de ce gaz, du photon, et on retrouve la formule de Planck, exactement la même formule, et donc le rayonnement du corps noir. Voilà, nous allons finir avec cet exemple. Et dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer autre chose de fort intéressant, très différent. Nous allons parler de la conduction électrique. Donc nous allons voir les conducteurs électriques, les isolants, et ceux qui sont entre les deux, les semi-conducteurs. Nous verrons pourquoi ils sont comme ça et ce que ça implique, comment est-ce qu'on le décrit. Je vous remercie.